Est-ce que vous vous souvenez de la dernière conversation politique qui vous a amené à changer d'avis sur un sujet ? Le 23 décembre 2016, Nature publiait une étude intitulée Neural Correlates of Maintaining One's Political Belief in the Face of Counter-Evidence. Un titre à rallonge qu'on pourrait traduire approximativement par corrélation neuronale ou corrélats neuronaux quant au fait de maintenir une opinion politique face à des contre-arguments. Cette étude a été réalisée par Jonas Kaplan, c'est Jonas, je vérifie, oui, Sarah Gimbel ou Gimbel et Sam Harris, qui travaillent pour l'Université de Californie. Kaplan et Gimbel travaillent notamment au département de psychologie de ladite université. L'étude a consisté à étudier avec le système d'imagerie à résonance magnétique, le fameux IRM, étudier le système nerveux des participants, qui étaient des personnes politisées, face à des contre-arguments politiques, les fameuses counter-evidence, qu'on traduirait par contre-preuve, mais que moi je vais appeler contre-arguments, pour voir ce qui se passait dans leur cerveau. Et la conclusion de cette étude est fascinante. Alors, comment ça s'est passé ? Les personnes étudiées devaient choisir 16 affirmations parmi une liste d'affirmations, des affirmations avec lesquelles ils étaient en accord, évidemment, et il y avait deux catégories d'affirmations. Il y avait des affirmations qui portaient sur la politique et sur les convictions politiques, et d'autres qui étaient considérées comme non politiques. Exemple d'affirmation politique, l'avortement doit être légal. Je rentre pas ici dans le débat de savoir si c'est de la politique, de la philosophie ou du simple bon sens. Vous voyez l'idée. En tout cas, c'était des sujets qui sont, en tout cas aux États-Unis, en général synonymes d'une appartenance à un parti ou à un camp politique déterminé. On est pour ou contre l'avortement, vous voyez l'idée. Exemple d'affirmation non politique a priori, Thomas Edison a inventé l'ampoule, ou le tabagisme passif présente des risques pour la santé, le fluor est bon pour la protection dentaire, etc. Nos participants se trouvaient donc avec 8 affirmations politiques et 8 affirmations non politiques, et pour chacune d'elles, ils faisaient ensuite face à une série de contre-arguments, 5 contre-arguments, qui leur étaient exposés une douzaine de secondes. Pour être sûr que les contre-arguments allaient provoquer des réactions chez leurs cobayes, et pour être sûr que ces contre-arguments seraient problématiques et attaqueraient vraiment les convictions des participants, notre fine équipe de chercheurs n'a pas hésité à utiliser des arguments parfois ouvertement fallacieux. Par exemple, aux personnes qui affirmaient qu'il fallait réduire le budget militaire des USA, on opposait le contre-argument disant que la Russie a 2 fois plus de têtes nucléaires actives que les États-Unis, ce qui est faux, puisqu'en vérité, je cite les chiffres de mémoire, il y a 2150 engins nucléaires actifs du côté des USA contre seulement, entre guillemets seulement, 1740 du côté de la Russie. Le fait que certains arguments aient été caricaturaux et même carrément biaisés, ça soulève des questions, mais j'y reviendrai plutôt vers la fin de cette vidéo dans la partie réserve, justement, où j'expliquerai quelques nuances par rapport à l'étude. Comme c'est une étude très dense, l'article fait à peu près 8000 mots en anglais, je vais me focaliser sur 2 aspects qui me paraissent vraiment fondamentaux dans les résultats de cette étude. Le premier point, c'est la flexibilité, ou plutôt le manque de flexibilité. Je rappelle que les participants évaluaient sur une échelle de 1 à 7 leur force de conviction dans chaque affirmation. Et ils faisaient cette évaluation avant d'être mis face aux contre-arguments et après avoir été mis face à la série des 5 contre-arguments. Sur cette échelle de 1 à 7, on a constaté que la force de conviction baissait en moyenne, effectivement. Simplement, dans le cas des convictions politiques, elle baissait maximum de 0,31 points, sur une échelle de 1 à 7, je le rappelle, tandis que dans le cas des convictions non politiques, elle pouvait baisser jusqu'à 1,28 points. Et cette différence qui concerne la variance maximale concerne aussi la diminution minimum. En effet, si on regarde du côté des affirmations non politiques, perçues comme non politisées, la baisse minimum reste 2 fois plus importante que la baisse minimum constatée du côté des affirmations politiques. Et ce n'est pas tout, puisque
les chercheurs ont aussi étudié la vitesse de réaction. Quand les sujets lisaient une de leurs 16 affirmations, ils devaient ensuite presser un bouton pour dire qu'ils l'avaient lue et qu'ils l'avaient bien comprise. Quand les sujets étaient confrontés à un contre-argument, ils devaient presser un bouton pour dire qu'ils l'avaient bien lu et qu'ils l'avaient bien compris. Et enfin, le temps de réponse pour réévaluer la force de conviction après la série de contre-arguments, toujours sur cette échelle de 1 à 7, eh bien ce temps de réponse aussi était mesuré. Je vous présente ici le schéma avec les chiffres qui est directement tiré de l'étude publiée. Ces résultats sont extrêmement intéressants. Les différences de temps sont certes minimes, on passe pas de plusieurs secondes à plusieurs minutes. Néanmoins, il y a quand même un pattern qui se dégage. Ainsi, quand on demande au sujet de lire une des 16 affirmations de départ avec lesquelles ils sont d'accord, et de presser ce bouton pour signifier qu'ils ont lu l'affirmation et qu'ils ont compris l'affirmation, alors ils sont plus rapides pour presser le bouton lorsqu'il s'agit d'une affirmation politique. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'effectuer la même manœuvre après la lecture d'un contre-argument, pour presser le bouton, ils sont plus lents quand il s'agit d'un contre-argument politique. Et enfin, après avoir été exposés au contre-argument, les participants sont plus rapides pour évaluer la force de conviction, leur force de conviction, dans le cas où les affirmations sont politiques. Donc, ils sont plus lents, légèrement plus lents, quand il s'agit de confirmer qu'ils ont compris un contre-argument politique par opposition au contre-argument non politique. Ils sont plus rapides pour valider leur affirmation et affirmer leur force de conviction dans cette affirmation quand l'affirmation en question relève du domaine politique. Mais alors, est-ce que notre cerveau fonctionne moins bien quand nos convictions politiques sont attaquées ? Bah, tout dépend de ce qu'on appelle moins bien, et ça me mène à la seconde partie de cette vidéo. En plus des différences de flexibilité et de temps de réponse, l'étude a mis en lumière une différence flagrante dans les zones du système nerveux qui sont activées selon qu'il s'agit d'un thème politique ou d'un thème non politique. Dans le cas des arguments non politisés, le cortex préfrontal va être particulièrement actif, et notamment deux de ces zones qui sont le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal dorsolatéral. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux zones du cerveau, et en particulier le cortex orbitofrontal, sont impliquées dans ce qu'on appelle le reversal learning. Alors, qu'est-ce que c'est le reversal learning ? En français, on appelle ça apprentissage par renforcement inversé. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes le sujet d'une expérience, je vous mets devant un écran devant lequel va défiler des pions noirs et des pions blancs. Et je vous demande de compter les pions noirs. Voilà. Je vous fais faire ça pendant 10 minutes, et puis après, je viens vous demander de faire l'inverse, c'est-à-dire de compter les pions blancs, ou tout élément blanc qui passe sur la vidéo que vous regardez. Et ben ça, c'est du reversal learning. Il est intéressant de noter que le cortex préfrontal est lié aux fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est ? C'est de la cognition fine, ça regroupe un ensemble de processus tels que l'aptitude à planifier, la capacité à se concentrer en inhibant le traitement des stimuli extérieurs, de certains stimuli jugés comme non pertinents. Bref, c'est ce qui vous permet de vous concentrer pour travailler sur une tâche. Et les fonctions exécutives incluent aussi ce qu'on appelle l'intelligence fluide, par opposition à l'intelligence cristallisée. Qu'est-ce que l'intelligence fluide ? C'est la capacité de penser logiquement, donc par induction et par déduction notamment, et de résoudre des problèmes dans des situations nouvelles, indépendamment des connaissances acquises. C'est évidemment une forme d'intelligence qu'on trouve très impliquée dans les mathématiques. Au contraire, quand ce sont les convictions politiques qui sont prises en défaut par les contre-arguments, on constate une activation de l'amygdale, du cortex insulaire et de ce que les chercheurs appellent le Default Mode Network. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et j'avoue que moi-même, avant la lecture de cet article, je n'étais pas du tout familier avec la notion de Default Mode Network. Je me suis donc documenté, vous vous en doutez, le problème c'est que le Default Mode Network, en fait, ça concerne plein de trucs. Donc comment le définir ? Eh bien, certains l'appellent le Task Negative Network, ce qui est justement est un peu une définition en négatif, parce que c'est le fonctionnement de votre système nerveux lorsque vous n'êtes pas impliqué dans une tâche dite extérieure. Donc pas en train de résoudre un problème de mathématiques, ou pas en train de jouer de votre trombone. Encore que je trouve que la musique est une activité introspective, mais passons.
Ce Default Mode Network serait impliqué dans plein de choses, mais il aurait en particulier des liens avec la notion de soi, la notion de conscience de soi, de conscience réflexive pourrait-on dire, de conscience de vie émotionnelle, de conscience du corps, et aussi d'identité autobiographique, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans le traitement de certains souvenirs. Le cortex insulaire, lui aussi, est impliqué dans la conscience du corps et dans la conscience des émotions, et je fais une précision importante, conscience des émotions dites négatives et dites positives. Donc vous avez compris, hein, je mets des guillemets sur négative et positive, il faudrait plutôt réfléchir en termes de plaisante ou déplaisante. Je fais cette précision pour introduire un peu de nuance, parce que, vous le savez sûrement déjà, l'amygdale, par contre, est spécialisée dans le traitement de la peur. C'est la zone du cerveau qui évalue la dangerosité d'un stimuli à partir de ce qu'elle reçoit depuis les sens, ce qui fait que si vous marchez dans la rue et que vous voyez une forme longiligne par terre, votre cerveau va dire « ça ressemble à un serpent » et votre amygdale va dire « on fait péter l'adrénaline ». Et ce n'est que plus tard, quand vous aurez rechecké l'image et dit qu'en fait non, c'était juste un bâton, que votre montée d'adrénaline va descendre. Et je précise bien qu'il peut y avoir ce double check, parce que l'amygdale n'est pas seul responsable de est-ce que votre corps manifeste de la peur ou non. Par contre, on a fait des tests en soumettant des images subliminales aux gens, et on a vu que leur amygdale s'activait. Des images effrayantes, hein, je précise. Ce qui est intéressant, c'est que l'amygdale contrôle à la fois l'activation de la peur face à un danger, mais également l'évaluation de la peur sur le visage d'autrui. Et, petite parenthèse évolutionniste, c'est très intéressant quand on y pense, puisque ça veut dire que si vous êtes en train de discuter avec un camarade dans la jungle, et qu'un serpent passe derrière vous, que vous n'avez pas vu le serpent, mais que vous voyez votre interlocuteur qui blêmit, alors vous allez effectivement être sur le qui-vive, et penser que peut-être il y a un danger. Ce qui veut dire qu'en fait, cette aptitude à détecter la peur dans l'entourage est un avantage évolutif certain dans une espèce grégaire comme Homo sapiens, puisque si vous n'avez pas détecté un danger directement, vous avez quand même une chance de le détecter par rebond en voyant qu'un de vos camarades, lui, a peur de quelque chose. Bref, quand on constate que face aux contre-arguments politiques, le Default Mode Network est activé, lui qui est lié à des notions de soi, de conscience de soi, d'identité, quand on voit que le cortex insulaire est activé, lui qui est lié à la conscience du corps, aussi au maintien de l'homéostasie, et à la conscience des émotions, et quand on voit que l'amygdale s'active aussi, c'est tentant de penser que les questions politiques, en fait, ne font pas du tout appel aux fonctions cognitives les plus fines. La conclusion de Kaplan, Gimbel et Harris, c'est que les sujets à forte conscience politique, lorsqu'ils étaient mis en face de contre-arguments qui attaquaient leurs convictions politiques, se sentaient physiquement en danger. On peut bien sûr émettre quelques réserves quant au protocole expérimental, et en l'occurrence surtout par rapport au nombre de participants. 40 personnes, c'est pas du tout un échantillon représentatif. On peut également objecter que tous les participants étaient ce qu'on appelle des liberals, donc ce que je traduirais en français par des progressistes pour faire très très simple, et que ça ne permet pas de déduire quelle serait la réaction d'autres personnes. Sauf que il y a une autre étude qui a été faite pour observer le fonctionnement cérébral des gens qui avaient des opinions plutôt conservatrices, et cette étude a mis en avant le fait que leur amygdale était plus développée. Or, si vous avez une amygdale plus active, ça veut dire que vous êtes plus facilement dans la méfiance, dans la peur, voire dans l'anxiété, et ça explique assez légitimement que vous ayez des opinions un peu fermées à la nouveauté, puisque par définition, ce qui est nouveau est plus susceptible d'être perçu comme une menace. Donc au final, on peut très bien projeter les résultats de la présente étude sur ce que seraient les opinions de gens moins progressistes. Comme le font remarquer les auteurs à juste titre, les participants devaient ici défendre leurs opinions, ce qui les mettait littéralement dans une position de conservateurs. Le dernier reproche qu'on pourrait faire à cette étude, c'est le fait d'utiliser parfois des contre-arguments fallacieux, comme dans le cas de l'arsenal nucléaire russe. Sauf que si ça peut expliquer l'inflexibilité par rapport aux contre-arguments, ça explique pas pourquoi ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent selon que les contre-arguments sont politisés ou non politisés.
Si je devais résumer cette étude en une phrase, ce qui serait bien sûr un scandale sur le plan de la rigueur intellectuelle, je dirais que les contre-arguments politiques, et par extension les débats politiques, sollicitent des fonctions de notre système nerveux bien plus automatiques, émotionnelles, voire instinctives, que les contre-arguments et les débats sur des sujets non politisés. Et du coup, ça soulève une question, parce que on aurait pu s'attendre à ce que les débats politiques, qui nécessitent de traiter plein de données, les sociétés humaines étant des entités complexes, on aurait pu s'attendre à ce que ces débats fassent appel aux fonctions cognitives hautes. Et on constate qu'apparemment, elles sollicitent plutôt les parties les moins logiques de notre esprit. Alors, vous vous en souvenez de cette conversation politique qui vous a fait changer d'avis ? Ou ça remonte à beaucoup trop longtemps pour que vous ne soyez pas atteint d'une amnésie? À moins que vous n'ayez jamais vraiment changé d'avis. Bah oui, parce que si, face aux contre-arguments politiques, on a l'amygdale qui part en sucette et qui nous crie de libérer notre adrénaline en nous enfuyant à toutes jambes ou en se mettant à agresser notre interlocuteur, ça va être compliqué de changer d'avis. Si pour notre système nerveux, se voir entendre opposer des contre-arguments politiques revient à être en danger de mort, comment pouvons-nous espérer à avoir des débats sereins qui amènent aux réflexions les plus logiques et donc les plus sages? Et enfin, si on considère que nos convictions politiques sont constitutives de notre identité, comment accepter d'en changer sans avoir l'impression de ne plus être soi-même et avoir un déplaisant sentiment de dissonance cognitive? J'espère que ce nouveau format vous a plu. Ça fait très longtemps que je voulais traiter des biais cognitifs. Je l'ai d'ailleurs déjà un peu fait de manière plus ou moins directe et plus ou moins indirecte dans certains épisodes de Pensée Arborescente, mais pas de manière aussi structurée. Ce format de vidéo a vu le jour notamment parce que j'ai été influencé par Lee Nguyen de la chaîne Science for All. J'ai récemment découvert sa série intitulée Démocratie, une série qui traite de l'utilisation et des possibilités d'appliquer la théorie des jeux, la célèbre théorie des jeux mathématiques, dans le domaine de la politique. C'est très intéressant, c'est frappé au coin du bon sens, comme on dit. Tous les épisodes sont pas égaux, je trouve, en termes de qualité. Après, c'est une question aussi peut-être de sensibilité personnelle sur certains sujets. Dans la description de la vidéo, je mets un lien vers un de mes épisodes préférés, qui est celui consacré au hooliganisme positif, au hooliganisme politique, et je vous invite vraiment à aller lire l'étude. Alors, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, néanmoins j'ai conscience que c'est un peu technique pour des gens qui sont pas hyper bouillants sur l'anglais. Même pour moi, des fois, je me suis un peu arraché les cheveux, parce qu'il n'y a pas que le problème de l'anglais, il y a tout simplement le problème de toute la biologie neurologique. Il y a un moment, faut savoir de quoi on parle, et j'ai conscience que c'est pas forcément facile. Donc, ce que je propose à ceux et celles d'entre vous qui sont un peu échaudés par ma proposition, je vous propose de lire au moins la partie discussion de l'article, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'une conclusion, parce que ça vous permettra de voir toutes les pincettes que prennent les auteurs pour commenter les résultats de leur étude. Je trouve ça très important parce que, évidemment, ça, ce que je viens de faire, c'est une vidéo de vulgarisation, et ça montre aussi les limites de la vulgarisation. Comme le disait lui-même dans une de ses vidéos, on est obligé de simplifier à un moment pour être pédagogique. Et c'est très intéressant de voir que les auteurs ont pris plein de pincettes pour exprimer leurs interprétations par rapport aux résultats de l'étude, parce que ça montre aussi que c'est ça la rigueur scientifique et la rigueur intellectuelle, c'est savoir faire preuve de nuance. Et je trouve ça très important par les temps qui courent. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.